Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons une interview de Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous aborderons l'éventuel risque, l'éventuelle menace qui plane autour du marché de l'énergie. Et puis, pour clore cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, eh bien, nous serons en duplex avec Mathieu Driol, qui est senior analyste chez Day by Day, pour la commo du jour. Je vous rappelle qu'à la suite, dans la foulée de ce Minimac, eh bien, nous recevrons sur ce plateau Eric Galliec, qui nous fera son point stratégique de la semaine. Donc, en ouverture de ce Minimac, eh bien, il est temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Et pour commencer, on part au Brésil, où l'agence brésilienne d'approvisionnement alimentaire a abaissé mardi dernier ses prévisions concernant la production de café du pays en 2022, invoquant des conditions climatiques défavorables, alors que la récolte du plus grand producteur et exportateur mondial touche à sa fin, puisqu'à ce stade, environ 99% de la superficie plantée a déjà été récoltée. La production de café dans le pays sud-américain cette année devrait désormais atteindre 50,38 millions de sacs de 60 kg, soit une augmentation de 5,6% d'une année sur l'autre, mais en baisse par rapport à la projection de mai qui était de 53,43 millions de sacs. La réduction par rapport à l'estimation précédente s'explique par le fait que des zones de production clés ont été en prise au manque de pluie et à des fortes gelées. La récolte de maïs et de soja aux États-Unis approche à grands pas et les producteurs ont des sentiments mitigés à l'approche de la saison chargée qui devrait s'accélérer au cours des 2 prochaines semaines. Les meilleures perspectives de rendement sont prévues dans les États au nord de l'Illinois et jusqu'au Minnesota. Ceci dit, eh bien, les agriculteurs américains restent perplexes face aux aléas climatiques qui ont impacté la saison 2022. En effet, la chaleur précoce, les maladies et les épisodes récurrents de temps sec pourraient affecter les résultats et ce plus que prévu. Je vous rappelle que de manière hebdomadaire, eh bien, les producteurs américains donnent une note au rendement estimé de leurs parcelles, et ce sur une échelle allant de 1 à 5, 3 représentant des rendements moyens et 5 des rendements records ou quasi-records. Eh bien, cette semaine, le rendement moyen pondéré est ressorti à 3,57 contre 3,59 précédemment, après une réduction de la note des agriculteurs de l'Iowa ayant fait face à une sécheresse persistante. Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne, le Monitoring Agricultural Resources, ou plus simplement MARS, a de nouveau réduit lundi dernier ses prévisions de rendement des cultures d'été, affirmant que les précipitations dans de nombreuses régions du continent n'avaient pas été suffisantes pour inverser les dommages causés par le temps sec et chaud plus tôt dans la saison. MARS a fixé ses perspectives de rendement pour la récolte de maïs de l'Union européenne, qui sera récoltée à l'automne à 6,39 tonnes par hectare, contre 6,63 tonnes par hectare projetées le mois dernier. Notons que ces estimations sont inférieures de 19% au niveau de 2020 et de la moyenne sur 5 ans. Pour la betterave à sucre, une autre culture de printemps qui devrait également être récoltée à l'automne, Mars a prévu un rendement pour les régions agricoles de l'Union européenne de 73,2 tonnes par hectare contre 75,3 prévus en août. L'organisme de récolte de données n'a pas fourni d'estimations actualisées des rendements pour les cultures d'hiver, notamment le blé tendre, l'orge d'hiver et le colza, dont la récolte est terminée dans la majeure partie de l'Europe. Cependant, il a affirmé que les précipitations depuis la mi-août avaient amélioré les conditions du sol pour les semis des cultures d'hiver de l'année prochaine, en particulier le colza, et ce, dans la plupart des régions, note-t-il dans son rapport. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous vous diffuserons une interview de Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous discuterons du risque énergétique mondial et des répercussions des évolutions de prix des matières premières énergétiques sur les modèles économiques de la filière agricole. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous êtes avec nous, si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est temps d'être en duplex avec Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin.
Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes gérant spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management et que vous êtes surtout une référence dans le domaine des matières premières et leurs enjeux géopolitiques et stratégiques. Benjamin, aujourd'hui avec vous, on va parler pétrole, gaz et leur impact sur le marché agricole, mais on va commencer par ce qu'a dit un dirigeant d'une pétrolière d'Arabie Saoudite qui dit que le sous-investissement qui est à l'œuvre depuis 2014 sur le secteur du pétrole et du gaz eh bien, constitue une menace pour la sécurité énergétique mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci ? Oui, je suis plutôt d'accord. En réalité, on a deux problèmes au niveau du sous-investissement qui se sont enchaînés et qui nous amènent à une situation assez compliquée aujourd'hui. Juste pour rappel, le secteur du pétrole est un secteur un peu particulier où le pétrole est une matière première qui s'extrait en utilisant la pression qui se trouve dans le réservoir sous terre. Et quand vous enlevez du pétrole de la poche qui se trouve sous terre, au fur et à mesure, la pression diminue et donc vous récupérez de moins en moins de pétrole. C'est un phénomène qu'on appelle la déplétion naturelle. Donc naturellement, si vous ne faites rien, tous les ans, au niveau mondial, la production pétrolière diminue d'à peu près 4 à 5 %. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on sait lutter contre ça de façon assez simple. Il faut investir de l'argent. Et on estimait, en 2015, l'OPEP estimait qu'il fallait investir à peu près 630 milliards de dollars par an, ne serait-ce que pour maintenir la production pétrolière constante. Il se trouve qu'avec les prix qui ont été relativement déprimés à partir de 2014 et dans les années qui ont suivi, eh bien, ces investissements ont plutôt été aux alentours de 400 à 450 milliards de dollars par an. Et puis, avec le Covid, on a vu même ces investissements tomber aux alentours de 300 milliards par an. Donc, on ne remplace pas la perte de production naturelle de pétrole avec les investissements que l'on fait. Et puis, c'est ajouté à cela un deuxième sujet. À partir de 2017-2018, on a commencé à avoir de plus en plus de pression sur les compagnies pétrolières de façon à essayer de se défaire du pétrole, une volonté affichée en tout cas des gouvernements de se défaire du pétrole à la suite de la COP 21 en 2015, qui a envoyé un message clair aux pétroliers. On ne veut plus de pétrole d'ici une vingtaine d'années. Et dans ces conditions-là, pour un producteur pétrolier, aller investir dans ce secteur est relativement compliqué, ce qui a encore limiter les investissements. Alors, on se retrouve dans cette situation où aujourd'hui, on a une production qui est contrainte et de l'autre côté, eh bien côté demande, on aurait pu espérer qu'à la suite de la crise sanitaire du Covid qu'on a connue en 2020, on aurait revu un peu nos modes de consommation et qu'on aurait pu peut-être réduire un peu notre demande. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La demande cette année devrait atteindre un nouveau plus haut historique. Et donc, vous comprenez bien que si d'un côté, vous avez une offre qui est contrainte et de l'autre côté, une demande qui ne s'arrête pas de progresser, eh bien, à un moment, vous arrivez à un problème de sécurité, comme l'évoque la compagnie du Moyen-Orient que vous citiez. On doit, pour pouvoir sortir de cette problématique-là, prévoir des solutions de remplacement. Et aujourd'hui, là aussi, on est en retard sur ces solutions de remplacement. Et c'est ça qui, je pense, inquiète beaucoup le milieu. D'accord. Alors, on vous a perdu. Pétrolier. Oui, pardon. Oui. Ah. Vous m'entendez, Benjamin ? Oui. Ok, oui. Vous nous disiez que justement les solutions de remplacement, on les a pas encore. Hein. Hier, quand on préparait cette interview, vous m'expliquiez que l'Allemagne avait installé combien c'est 168 gigawattheures de solaire ou d'éolien. C'était de solaire, oui, alors qu'en théorie, c'est quasiment 5 fois plus qu'il en faudrait. Alors, c'est pas l'Allemagne, c'est au niveau mondial. On a installé effectivement en 2021 168 gigawatts de puissance solaire à travers le monde, ce qui était un record. On n'avait jamais installé autant. Mais il faut bien voir que, à côté de ça, effectivement, l'Agence internationale à l'énergie, qui est un organisme qui a été monté par les pays de l'OCDE après les crises pétrolières des années 70 pour essayer de les aider dans leur politique énergétique, estimait l'année dernière dans un rapport sur les moyens d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050, que si nous voulions être sérieux sur l'atteinte de ces objectifs, eh bien, il faudrait installer chaque année entre aujourd'hui et 2030 620 gigawatts de solaire, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus. Donc, on est très en retard aussi sur les solutions de remplacement. Donc, vous contraignez l'énergie actuellement utilisée et vous n'avez pas encore les solutions de remplacement pour pouvoir
utiliser d'autres sources d'énergie. Donc vous arrivez bien évidemment à un problème qui est un peu la dislocation du marché de l'énergie qu'on connaît actuellement. Et quel va être l'impact sur les cours du pétrole et du gaz, du coup, de cette situation-là ? Je crois qu'il faut s'habituer clairement à payer son énergie plus cher. On est rentré dans une zone, Emmanuel Macron a parlé de la fin de l'abondance. Je pense que l'expression est plutôt bien choisie. On est contraint sur notre production énergétique ancienne, celle dont il faut qu'on sorte, et en même temps, les solutions de remplacement ne sont pas encore prêtes, elles posent en plus d'autres problèmes, parce que vous ne faites pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, il vous faut un transformateur, et que ce transformateur est fait de métaux, et que là aussi, on a des contraintes qu'il va falloir gérer. Donc, je pense que les prix du pétrole et les prix du gaz vont rester durablement élevés. Il faut, c'est pas forcément dramatique, ça contraint la production économique. Il faut juste en avoir conscience pour pouvoir mettre en place les mesures qui permettent de gérer ça correctement. Et notamment, on peut signifier un problème, c'est que on parlait tout à l'heure de la hausse des prix du pétrole. Pourquoi le prix d'une matière première monte ? Il monte parce que à un moment, vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. On fait monter le prix de façon à ce que les producteurs aient plus d'incitation à produire. Ça, on a bien compris qu'aujourd'hui, ça ne marchait pas parce que dans un contexte où les critères ESG, la volonté de sortir du pétrole s'affichent, eh bien, c'est difficile pour les pétroliers d'aller investir. Et la deuxième option, la deuxième raison pour laquelle les prix montent, c'est de détruire de la demande. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que les gouvernements, dès que les prix montent, on a une grogne sociale, et pour gérer cette grogne sociale, ils mettent en place des mesures de subvention qui annulent ce signal-prix. En gros, on vous paye pour que vous continuiez à pouvoir consommer de l'énergie. C'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que l'État n'a pas trop le choix parce que les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Ça veut sans doute dire que s'il y a une décision importante à prendre par les gouvernements aujourd'hui, c'est d'accélérer sur la transition énergétique. Mais alors, accélérer la transition énergétique, ça aura un coût. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans un nouveau paradigme inflationniste. L'inflation est record un peu partout dans les économies, les principales économies mondiales. On prend le risque, du coup, de l'accélérer, d'appuyer encore sur l'accélérateur de l'inflation ? On n'a pas trop le choix en réalité. On est dans une situation où il est maintenant certain que le réchauffement climatique, qui nous emmène à une catastrophe écologique et une catastrophe humaine, on parle d'énormément de déplacés, d'énormément de morts, de zones entières de la planète qui soient inhabitables, donc on n'a pas le choix, il faut sortir des énergies fossiles. Certes, cette sortie aura un coût, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que le coût de ne rien faire sera encore plus important. Ouais, sera bien plus important. important. Donc il faut engager cette réforme. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Quoi qu'il en coûte, fin de l'abondance. On bascule, vous parlez souvent de l'AIE, on va retourner sur le dernier rapport mensuel de l'AIE, qui dit que pour contourner les sanctions, pour remplacer le gaz naturel cet hiver, l'Europe va devoir importer beaucoup de pétrole. Ceci étant, les sanctions privent l'Europe du troisième producteur et exportateur mondial, la production de la Russie donc. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que réellement on va pouvoir remplacer à très court terme le gaz naturel par le pétrole selon vous ? Alors, à très court terme, je dirais oui, si la période ne dure pas trop longtemps. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des pays de l'AIE, donc de l'agence qui adhèrent à l'Agence internationale de l'énergie, donc les pays de l'OCDE, ont une obligation de constituer des stocks. Donc, on a la possibilité de faire face sur des périodes relativement courtes avec les stocks dont nous disposons, qui sont à peu près 90 jours de consommation. On a également aujourd'hui un ralentissement de l'activité mondiale qui fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de consommation de pétrole dans le monde, et donc on a la possibilité éventuellement de remplacer une partie du gaz par le pétrole. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas le faire, mais on estime que ça devrait entraîner une hausse de consommation de l'ordre de 500 000 barils par jour, ce qui est important sans être absolument impossible. Donc, c'est possible, mais on ne remplacera pas tout le gaz par le pétrole, et donc la problématique du gaz va rester entière pour cet hiver. La problématique du gaz restera entière. Et puis, si l'hiver est plus rigoureux que prévu, j'imagine que de 90 jours, on devrait passer à 60 jours d'utilisation. Du coup, on va se retrouver dans une situation un peu inextricable si jamais les conditions météorologiques sont drastiques. Alors, si les conditions météorologiques sont drastiques, on va de toute façon avoir un hiver compliqué. Les estimations font état, par exemple, pour l'Allemagne, du fait que le flux de gaz, le stock de gaz, qui a été reconstitué, on est pratiquement au maximum à l'entrée de l'hiver pour les stocks de gaz en Europe.
les stocks de gaz permettent à l'Allemagne de tenir à peu près 2 mois et demi dans un hiver normal. Le gros problème, c'est pas le stock, c'est que vous avez normalement en plus de ce stock un flux, c'est-à-dire du gaz qui arrive en permanence. Et on a aujourd'hui effectivement perdu notre principal fournisseur. Et donc, si l'hiver devait être rude, effectivement, on peut envisager une situation difficile. Après, il y a d'autres sujets qui vont rentrer en ligne de compte. En Europe et notamment en France, on a des problèmes aujourd'hui sur la production nucléaire. EDF se rassurant en expliquant que l'ensemble des réacteurs nucléaires auront repris d'ici la fin de l'hiver. Si on tient ce calendrier, peut-être que la période sera plus facile à passer, mais il y a effectivement un hiver qui va être relativement risqué et qui peut avoir des impacts économiques importants. Un impact économique important. Dans cette optique, eh bien, les États, et notamment l'Allemagne, se préparent à cette difficulté. L'Allemagne a donc nationalisé hier Uniper. Par ailleurs, le gouvernement allemand a communiqué sur la construction de 7 terminaux GNL, dont quelques-uns qui devraient être opérationnels d'ici à la fin de l'année. Vous y croyez, vous, à ça, cette opérationnalité de ces terminaux GNL en Allemagne d'ici 3 mois ? Alors, c'est peut-être possible, non pas peut-être pour ceux qui sont construits, mais pour ceux qu'elle a commandés, puisqu'il y a des terminaux de regasification de GNL qui sont flottants et que l'on peut commander. L'Allemagne en a commandé. Pour les autres, je reprendrai ce que disait Patrick Pouyanné, qui est quand même un expert sur le sujet, le patron de Total. Au début de cette crise, il disait « Donnez-moi 3 ans pour régler le problème du gaz russe, je peux vous trouver une solution », notamment en créant des terminaux GNL, mais ça prend quand même quelques années de construire ces terminaux. Si vous me demandez de trouver une solution demain matin, je ne peux pas vous donner de solution. Alors, on arrivera peut-être à avoir ces terminaux opérationnels de regasification de gaz. Le gros problème que l'on a, c'est que pour pouvoir avoir du gaz, il faut, et quand on ne l'a pas par pipeline, mais qu'on l'a par gaz liquéfié, donc par bateau, par méthanier, il vous faut des méthaniers, ça a priori, on devrait en avoir. Il vous faut des terminaux de regasification, mais il vous faut à l'autre bout, au départ, un terminal de liquéfaction. Et aujourd'hui, les capacités de liquéfaction de gaz sont relativement limitées, donc peut-être que l'Europe arrivera à avoir ce gaz cet hiver, mais ça veut dire que ce gaz, elle le prendra à un autre acheteur. Et ces autres acheteurs, ils sont essentiellement en Asie. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on arrivera à avoir du gaz ? Probablement oui, mais à quel prix ? À quel prix ? Quelle va être la facture de tout cela ? Et là, c'est relativement difficile à estimer, mais la facture pourrait être extrêmement salée. D'un autre côté, si on est très honnête, une économie qui s'arrête, la facture est absolument incommensurable et les effets sociaux peuvent être absolument terribles. Donc l'Allemagne fait tout ce qu'elle peut pour essayer de limiter cela, en sachant que ça lui coûtera probablement très cher. Donc ça veut dire que les plus hauts observés, réalisés ces dernières semaines sur les cours du gaz futur, on devrait les atteindre, voire les exploser de nouveau, du coup. Alors c'est pas impossible si on a un hiver très froid. C'est pas possible. Et en particulier si on a une vague de froid très tôt dans l'hiver. Le scénario, je dirais, un peu catastrophe pour les marchés gaziers, ça serait une vague de froid qui arriverait fin octobre. Ça c'est déjà produit par le passé. Et là, ça mettrait une pression sur le marché qui serait extrêmement importante. Et potentiellement, on pourrait avoir les prix du gaz repartir très fortement à la hausse. Très fortement à la hausse. Du coup, avec ces perspectives-là, quel pourrait être l'impact de cette hausse de cours sur le marché des matières premières agricoles ? Alors les impacts, ils sont multiples. Le premier impact dont j'ai envie de parler, évidemment, c'est celui de la hausse du prix du gaz, qui est absolument terrible et qui a déjà commencé à faire ressentir ses effets, puisque vous savez, aujourd'hui, le gaz est l'ingrédient qui sert de base pour pouvoir fabriquer l'hydrogène. On fait aujourd'hui de l'hydrogène qui est sale par vaporoformage du méthane, et cet hydrogène sert ensuite à fabriquer l'ammoniac qui sert à faire les engrais. Et donc aujourd'hui, on a une très forte baisse de la production d'engrais dans le monde du fait de la hausse des prix du gaz, et cette hausse d'ailleurs commence à sérieusement inquiéter les autorités, et notamment la FAO, le bras de l'ONU qui s'occupe des questions agricoles, et qui évoquait la possibilité de voir une baisse pouvant aller jusqu'à 40% des rendements l'année prochaine, donc avec les conséquences alimentaires qu'on imagine et donc les conséquences sociales qu'on imagine. Et puis il y a un deuxième impact qui est plus lié au pétrole, lui, qui est lié au fait que aujourd'hui une partie de l'essence que vous achetez incorpore des agrocarburants, et que l'incorporation de ces agrocarburants fait que quand le prix du pétrole augmente, eh bien on a tendance à voir l'intérêt pour les agrocarburants augmenter, et donc à voir le prix des agrocarburants monter, et donc le prix des matières premières qui servent à fabriquer ces agrocarburants, et notamment le maïs,
monter, donc potentiellement un impact qui rejaillirait sur le cours des céréales, en particulier du maïs. Donc en particulier du maïs, donc du coup l'inflation, qu'elle soit en provenance des matières de l'énergie, des matières premières énergétiques ou des matières premières agricoles, du coup il faut s'attendre à ce qu'elle au moins se stabilise ou éventuellement se renforce ces prochaines semaines, ces prochains mois. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes gérant spécialiste matières premières chez Ophi Asset Management. Je vous souhaite une très bonne journée, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous on va poursuivre notre émission avec la Commo du jour. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans le Minimag, la lettre de l'acheteur, le magazine, le bimensuel dédié aux matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et désormais, il est temps de retrouver Mathieu Driol pour la Commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les 15 jours. Mathieu, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Daybuy et que l'on commence votre Commo du jour avec le cuivre, le Cooper. Mathieu, est-ce que le rebond peut se poursuivre sur le cuivre ? Alors, je me suis intéressé effectivement au cuivre. Alors, ça sort un petit peu du domaine classique. On n'est pas sur une commo agricole, mais le cuivre est pour moi assez représentatif en fait des anticipations économiques mondiales, parce que le cuivre est un des métaux en fait les plus utilisés tout simplement dans l'industrie. Ça sert beaucoup à tout ce qui est câbles électriques, etc. Et tous ces câbles, mécaniquement, ce sont des choses qui sont assez cycliques, et plus on a besoin de cuivre, généralement, plus la croissance économique, elle suit. On voit effectivement, depuis le sommet réalisé aux alentours des 500, le cours du cuivre ont subi une très très nette phase de baisse assez dynamique, avec notamment la rupture d'un niveau à 400 qui était majeur. Ce niveau à 400, il avait contenu l'évolution des cours du cuivre depuis pendant plus d'un an, et ces cours-là-ci sont revenus sur le support aux alentours des 316,25. Ce niveau est important, c'est 62% de retracement de l'ensemble de l'impulsion commencée en janvier 2020. C'est le retracement, on va dire d'une certaine façon extrême. Si on casse ce niveau, la tendance haussière de moyen terme, le côté impulsif en fait du mouvement entamé en janvier 2020, elle sera totalement invalidée. C'est aussi la proximité de la moyenne mobile à long terme, à 200 semaines, on est passé légèrement en dessous, puis on revient actuellement se positionner à proximité de ce niveau. Donc ça, c'est un indicateur de tendance de très long terme qui, là aussi, s'il était cassé, donc si on réenfonçait cette zone de support entre 340 et 316, signifierait effectivement que les cours du copper ne sont plus en impulsion, et que donc on peut poursuivre la correction, mais surtout le risque ici, ça serait des anticipations de moindre utilisation de cuivre, et donc d'une certaine façon de moindre croissance économique. Alors à court terme, pour l'instant, effectivement, les cours se maintiennent au-dessus de cette zone, donc d'une certaine façon ils peuvent essayer de tenter de poursuivre leur rebond, mais le rebond sera limité par, on l'a vu, l'ancien support qui est devenu résistance aux alentours des 400. Donc tant qu'on est sous 400, le potentiel de reprise est limité. Et ça va prendre beaucoup de temps en fait pour réussir à relancer, à reconstruire quelque chose d'haussier à moyen terme. C'était donc pour faire une sorte de petit point par l'intermédiaire du copper sur l'état de la croissance économique. Oui, croissance économique. Alors vous nous parlez, alors effectivement, hier on a vu avec Christophe Barrault que les marchés immobiliers aux États-Unis et en Chine souffraient énormément de la conjoncture actuelle. Du coup, ça peut nous donner un indicateur éventuel, un indice sur l'évolution du cours futur du cuivre éventuellement. Du coup, j'ai pas compris, Mathieu, à court terme, vous êtes plutôt haussier ou baissier sur à court terme, justement, pour l'instant, si vous voulez, on a une opposition de phase entre ce mouvement impulsif entamé en janvier 2020 haussier et cette phase de correction depuis plusieurs mois qui est, elle, plutôt baissière. Et donc, on est dans cet intervalle entre 316 et 400. On a fait le bas du range, on peut probablement aller vers le haut du range, donc plutôt haussier à très court terme. À moyen terme, par contre, c'est une autre paire de manches. Autre paire de manches, très clair. Merci beaucoup, Mathieu. On va poursuivre
votre combo du jour avec le maïs. Le maïs qui, eh bien, on peut se poser la question de savoir si le maïs peut continuer sur sa lancée, c'est-à-dire que, eh bien, la tendance haussière continuerait du coup. Effectivement, je n'ai effectivement pas d'indication contraire. Bien, c'est un mouvement haussier qui avait commencé au cours de l'été 2020 par une très forte impulsion. On était passé de 160 à 275, une phase de correction assez dynamique. Et puis l'impulsion haussière a repris juillet 2021. Et là, on est passé d'environ 200 à 370. Là encore, rephase de correction très très dynamique. Les cours sont simplement revenus sur le support majeur à 275, c'est 50% de retracement, et c'est surtout le précédent sommet de l'impulsion haussière. Donc là aussi, on a une polarité. Qui dit polarité dit généralement tendance. Donc ici, une tendance haussière. La réaction sur le support à 275 est plutôt forte. Une première jambe de hausse qui a été consolidée par un petit retour sur 298, 300 euros, c'est plus ou moins. Et les cours semblent tout simplement reconstruire leur marche en avant sans réelle volatilité particulière. Ça indique tout simplement un mouvement de fond. Acheteurs. Première cible évidente, ce sont les sommets de l'été aux alentours des 370. Mais si on est bien dans le cadre d'une tendance haussière, ces niveaux devraient être franchis. Alors, à terme, je me projette sur la prochaine récolte, donc ça peut prendre du temps puisqu'on a bien vu qu'il n'y avait pas une impulsion, une volatilité très forte. Mais c'est un mouvement qui est parfaitement durable. Les résistances calculées sont aux alentours de 400, 405 pour être précis. Et la projection de l'impulsion précédente, on verrait même vers 450. Alors là, je suis sur une optique un peu plus long terme. En tout cas, je n'ai pas d'éléments notables à opposer à cette tendance haussière sur le maïs. Très clair. Écoutez, merci beaucoup Mathieu pour vos précisions sur le cuivre et sur le maïs. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.